Merci de rester avec nous. C'est la suite de New World Forum. Afrique, une pandémie à grande échelle est-elle toujours possible? C'est le thème de cette semaine pour la première partie de New World Forum, avec trois invités. Le professeur Anthony Katanga Beketi, il est maître de conférence agrégé de neurochirurgie, membre du Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo. Avec nous, Dr Lidao Alembawe, il est médecin infectiologue au CHU, Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, et Dr Michel Kodom, médecin interniste, président de l'ONG M Afrique. Et pour cette seconde partie, les téléspectateurs ont la possibilité de nous adresser leurs inquiétudes, leurs questions, leurs préoccupations à travers nos réseaux sociaux, nos comptes Facebook, Twitter et Facebook. Nous aurons le plaisir de partager donc les réponses avec nos téléspectateurs. Mais avant d'en arriver là, donc on continue notre discussion sur place ici. Alors, j'ai envie de vous demander, et manifestement, donc à la lumière de ce que nous avons dit au cours de cette première partie, ça veut dire que certains pays se sont trompés de stratégie de riposte, on va dire, hein. Pour être clair dans les analyses, Dr Kodom. Oui, je pense que certains pays, tous les pays n'ont pas adopté la même stratégie. On avait vu à côté au Bénin ici, le gouvernement béninois avait une stratégie à part. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a 3 jours, les chiffres commencent par monter un tout petit peu. Ils sont autour de 400 cas de contamination. Pour 6 décès. Mais je pense que ce qui n'est pas du tout mauvais. Et vous allez voir que c'est la communication que le gouvernement a eu à faire. Le ministre de la Santé était dans les arènes, communiquait beaucoup. Et le président de la République a intervenu sur les radios directement à la télévision pour parler du choix opéré par le gouvernement béninois. Donc vous voyez qu'à ce niveau, il y a 3 types d'informations. L'information à l'international, l'information africaine et la source d'information nationale. Donc, on se rendait compte tout de suite que, je suis sur le cas du Bénin, que le choix opéré par les autorités béninoises était un peu différent des choix au niveau international en Afrique. Et ils ont assumé. En assumant, il y a un sentiment de suivre le leader annoncé. C'était ça qui était intéressant et je pense qu'il faut continuer comme ça. C'était la même chose aussi au Togo. Lorsque vous avez vu tout au début, les gens ont réclamé plus ou moins la sortie du président de la République. Lorsque le président a fait le discours, c'était vraiment comme s'il y avait de l'énergie qui était donnée à tous les acteurs d'aller au front en disant que nous sommes dans une situation d'état d'urgence sanitaire. Voilà comment nous allons accompagner à travers les filières sociaux de base. On va mettre en place des mécanismes pour soutenir les sociétés en difficulté, etc., etc. Et là, on a effectivement le sentiment que nous allons ensemble sur le champ de bataille. Nous avons notre capitaine, nous avons notre leader. Voilà ce que nous devons faire. Donc, ces orientations sont très capitales et, ma foi, lorsque vous allez voir un peu au niveau du Sénégal, j'étais très surpris de voir que, il y a un temps, le président du Sénégal, le président, son excellence Macky Sall, a décidé que les lieux de culte soient réouverts et que, dans la même foulée, le président du culte musulman sort pour dire qu'ils n'ont pas été consultés. Donc, vous voyez qu'à tous les niveaux, les stratégies changent et pour moi, nous sommes à une transition. Les chiffres ne sont pas favorables. Les chiffres grimpent et il faut vraiment harmoniser et en même temps féliciter aussi les efforts qui sont faits au niveau sous-régional. Il y a eu des rencontres ministérielles au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO, à travers les vidéoconférences. Je pense que c'est ce qu'il faut accentuer pour que nous ayons une réponse. Mais est-ce que cette synergie n'est pas timide? Vous avez parlé du niveau sous-régional, mais au niveau africain, par exemple, est-ce que l'Union africaine n'a pas manqué de convoquer les énergies pour trouver une synergie
et affronter cette maladie avec Ouais, des méthodes communes. Oui, il faut l'avouer. Nous sommes au niveau de l'Union africaine à travers le COSOC, le Conseil économique et social. J'étais le tout premier conférencier ou bien acteur à animer une conférence webinaire au niveau de la société civile africaine. Et je peux vous dire qu'au sommet, il y a eu ce manque de leadership. Et puis bon, voilà, il faut le regretter. Mais ceci dit, il y a eu des efforts au niveau sous-régional, le MOA. Il faut féliciter. Nous restons toujours positifs. Les petits efforts qui sont faits, il faut les ressortir et appuyer pour que ça continue. Donc, ceci dit, pour revenir sur votre question proprement dite, je pense que les stratégies n'ont pas été, pour la plupart des pays, communes. Chaque pays a tenu compte de ses réalités. Donc, le professeur Piketty l'a dit, ça diffère selon les moyens, selon la stratégie gouvernementale, selon la politique nationale de santé. Mais face à un virus qui a fait ses dégâts ailleurs, il était quand même pour moi normal qu'on ait une position commune de lutte pour que justement, avec nos frontières qui sont poreuses, qu'on puisse mieux juguler ou maîtriser donc la propagation du virus. Nous allons commencer par répondre à vos questions, chers téléspectateurs. Écrivez-nous sur Facebook, WhatsApp et Twitter. Écrivez-nous. On va commencer donc par une question WhatsApp 90 90 84 90 90 84. Je voudrais adresser la question à Dr Bawé. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de poser des questions sur le coronavirus. Merci à vous également de votre fidélité. Alors, je voudrais savoir si une personne meurt du Covid-19, pendant combien de temps le virus reste encore actif dans son organisme, c'est-à-dire dans le corps du décédé. C'est Albert qui nous écrit de Carin. Docteur Bawé. Oui. Peut-être qu'il faudra poser la question à un médecin légiste, mais bon, peut-être que vous aurez... Non, pas forcément. Il y a eu des études qui ont été faites concernant la viabilité du virus sur certains objets de surface. Mais malheureusement, on n'a pas eu de données sur le cadavre. Mais ce qui est sûr, lorsque quelqu'un décède du Covid-19, les mesures sont prises rapidement pour faire l'enterrement digne et sécurisé. Donc, on ne traîne pas dans ce sens-là. Et le corps n'est pas rétrocéder à la famille pour faire les enterrements comme on le fait habituellement. Donc, lorsqu'il y a un décès dû au Covid, rapidement, on prend des mesures parce que la personne, certes, qui est décédée, reste contagieuse. Et donc, il faut rapidement s'en débarrasser, c'est-à-dire que faire l'enterrement pour que le risque de contamination ne soit pas encore là, au sein de la structure dans laquelle la personne est décédée. Donc, on ne peut pas vraiment dire quel est le délai de survie du virus chez le cadavre. Peut-être qu'il y a une étude qui a été faite, je ne sais pas, mais à ma connaissance actuelle, je ne peux pas répondre avec certitude à cette question-là. Docteur Kodom, est-ce que vous avez un élément de... Je pense que c'est une question embarrassante parce que lorsque on voit un peu le mode de contamination, ça a été décrit, c'est au contact et au toucher donc de vous qui êtes en contact du virus. Lorsque vous touchez donc les muqueuses, vous pouvez donc être contaminé. Donc, si on s'en tient à ce niveau, parce qu'il y a deux cas, si on s'en tient à ce niveau, si vous avez un cadavre, un décès lié à la Covid-19, si vous touchez le corps, vous lavez la main, il faut rester une logique, hein, vous lavez la main, vous pouvez ne pas le contaminer. Mais si vous touchez le corps, je reste dans le schéma du mode de contamination. Et par mégarde, vous touchez vos mucus, vous pouvez être contaminé. Deuxième cas de figure, le cadavre ne tousse pas, le cadavre n'éternue pas. Vous comprenez? Mais nous savons comment, en Afrique, nous traitons les cadavres. En Europe, c'est l'insémination. Pas forcément. Pas forcément, bon, pour la plupart des cas, parce qu'il y a un problème de cimetière là-bas. Et ici, en Afrique, on met le coton dans les narines, on fait les soins dans les intimités, etc., dans les orifices. Vous voyez, donc, vous avez le risque de manipuler le corps, ce qui n'est pas du tout bon par rapport à la contagiosité donc, du virus. Pour moi, avec ces éléments, à partant du mode de contamination, le gouvernement, et d'ailleurs, ce n'est pas le gouvernement togolais,
c'est dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, c'était dans les fosses communes qu'on a fait des enterrements, même à New York. Donc vous comprenez que on n'a pas fini de maîtriser. Le virus n'a pas fini de nous livrer tous ces mystères. Il faut éviter donc de toucher les corps, les patients décédés de coronavirus. Je pense que... La question qu'il voudrait, moi je vois l'arrière-plan de ta question, le fait de, si nous prenons un cadavre par exemple, au bout de 3 jours, parce qu'on dit que le virus n'est pas capable de vivre de lui-même pendant longtemps. Alors si la personne décède et ses cellules avec, est-ce que le virus meurt aussi avec les cellules décédées? Non, attendez. C'est-à-dire, non, attendez. Vous savez, il y a la décomposition du corps. Lorsque la personne décède, c'est qu'il n'y a plus le souffle, mais il y a les chenilles, le corps se décompose. Il y a les autres cellules vivantes qui prennent le contrôle. Les chenilles, vous vous décomposez. Vous avez vu un cadavre? C'est comme une poule au monde, on rapporte ça sur des animaux, vous avez vu. C'est-à-dire qu'il y a des autres corps qui prennent le contrôle. Il y a d'autres formes de vie qui se développent. Et comme j'ai dit, on n'a pas fini de découvrir les mystères de ce virus. Donc, si vous avez des chenilles qui prennent le contrôle du cadavre à la Covid-19, et pour vous, non, il n'y a plus de vie, vous minimisez les chenilles là, peut-être que le virus peut rentrer même peut envoyer son génome, le message dans la bactérie qui va contaminer, va être porteur donc de ce virus. Je vois mal comment je vais prendre les risques de me limiter au fait que la personne ne vit plus et les autres êtres qui prennent le contrôle du cadavre, les chenilles, les os qui sortent, tout ça, vous pouvez vous contaminer. Aucune étude ne peut être faite à ce niveau-là. Donc autant être extrêmement prudent sur la manipulation des cadavres. 91 91 53 91 91 53. Alors la reprise des cours, il parle de l'école dans certains pays, notamment au Togo, à partir du 15 juin. La reprise des cours ne serait-elle pas entre bonheur et angoisse, malgré le nombre pléthorique de cas qu'on enregistre par jour? De plus, on dirait que le nombre de cas guéris est proportionnel au nombre de cas enregistrés. Quels produits utilisent nos médecins? Donc, professeur Beketi, faut-il faire reprendre les cours dans ces conditions? Oui, non, je pense que la reprise des cours a été déjà expérimentée dans d'autres pays. On a vu en Europe qui ont commencé par déconfiner à la reprise des cours. On a vu que ça n'a pas augmenté de façon sensible le nombre de cas, dès lors qu'ils avaient anticipé sur les reprises en prenant des mesures de distance entre les différents, entre les élèves, les enseignants et tout ce qu'il fallait faire tout autour. Ici, la reprise, je pense que ça concerne les classes d'examen. Les classes d'examen aussi. Exact. Bon, je pense que c'est possible. Hein. On va pas, les écoles, c'est pas pendant le moment où on ne faisait pas l'école que le virus a envahi les écoles. Donc, il n'y a pas de... Mais il y a lieu quand même qu'on nettoie, qu'il y ait de l'hygiène, parce qu'on a laissé les écoles pendant un certain temps. Donc, il faut faire donc de l'hygiène pour préparer la reprise de des cours. Maintenant, il faut que les enseignants, les directeurs des établissements essaient de ménager donc une certaine distance entre les élèves et qui portent leur masque et qui mettent un dispositif de lavage de mains devant l'école et devant les classes. Je pense qu'avec ces mesures, il n'y aura pas d'inquiétude. Ce sera la même chose que ce que nous vivons. Les parents aussi vont vivre ailleurs. Et cette question qui revient souvent, comme si certains doutaient de la capacité des Togolais à guérir aussi le coronavirus. Docteur Barreau, je vous renvoie la question. Aujourd'hui, le nombre de guéris dépasse le nombre de cas dans votre pays. Les gens se demandent avec quoi vous réalisez ce miracle. Il faut que les gens comprennent que la maladie n'a pas encore de traitement, de médicaments spécifiques ou de vaccins. Et plusieurs médicaments sont à l'essai. D'accord? Donc aujourd'hui, le Togo a adopté le protocole avec l'hydroxychloroquine, la chloroquine. Et c'est ce qui est appliqué aux malades. Et comme on l'a dit, comme on le dit toujours, c'est une maladie dans laquelle l'immunité de la personne qui est atteinte joue également un rôle très important.
Donc, il y a beaucoup de... Quand on prend les cas de décès que nous avons enregistrés, ils ont certes bénéficié de ce protocole, mais ça n'a pas empêché qu'ils décèdent. Donc, il y a également l'immunité qui est là, et puis il y a les comorbidités, c'est-à-dire les maladies qui existaient avant, et surtout le stade évolutif de la maladie. Donc, c'est tout ça qui concourt à la guérison ou bien à la létalité. Mais ce que vous dites, c'est assez clair. Il faut avoir un système immunitaire robuste pour pouvoir vaincre ce virus. Mais dans la communication, une fois encore, on va la mettre en cause. Moi, je ne vois pas beaucoup d'accent mis sur la prévention en ce qui concerne le système immunitaire. On ne dit pas assez à la population de se donner les moyens pour renforcer sa situation, son système immunitaire. Ah oui, concernant le système immunitaire, pour renforcer ou bien maintenir son système immunitaire au top, je pense qu'il y a ce qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques qu'il faut observer, notamment la bonne alimentation, l'abus, ou bien éviter certains abus tels que l'alcool, le tabac, et également pour les personnes qui ont des maladies chroniques. On demande à ce que ces personnes-là observent bien leur traitement. Quand on prend les diabétiques, il faut que ce diabétique comprenne bien ses antidiabétiques. Quand on prend les hypertendus également. Donc, toutes les personnes qui ont des pathologies déjà connues avant, puisque on sait que les comorbidités jouent un rôle important dans la létalité, dans l'évolution vers le stade sévère, voire même la mort. Donc, ces personnes qui ont déjà des maladies chroniques et qui ne sont pas équilibrées ou bien prises en charge sont des facteurs favorisant vers une évolution défavorable. Peut-être faudrait-il envisager un autoconfinement pour cette catégorie aussi de personnes et peut-être penser à une réflexion à haute voix. Je suis en train de le faire. Non, l'autoconfinement, l'autoconfinement, c'est toujours dans la prévention. C'est vraiment, ces personnes doivent vraiment... Elles doivent ne vraiment... sortir que quand c'est vraiment nécessaire. Évidemment, ne sortir que quand c'est vraiment nécessaire. Et surtout, elles doivent vraiment respecter les mesures. C'est ces personnes qui doivent vraiment fuir l'entourage qui n'est pas protégé, qui ne porte pas de masque, parce que c'est des sujets qui sont fragiles. Professeur Kebedi, il me semble qu'il manque une communication ciblée envers d'abord cette couche vulnérable dont on a parlé tout à l'heure, et puis amener la population à adopter des comportements pour renforcer le système immunitaire et être plus robuste face au coronavirus. Oui, je pense que ce n'est pas une mesure qui concerne seulement le coronavirus. Avoir un bon système immunitaire protège contre plusieurs maladies. Et ça devait faire partir de la promotion de la santé. Parce que dans le cadre de la promotion de la santé, il y a une bonne alimentation. Il y a l'exercice physique. Parce que si vous ne faites pas de l'exercice physique, le sport... vous êtes exposé à beaucoup de maladies. Exposé à beaucoup de maladies. Et la danse, par exemple, la natation, et tout cela, ça permet des exercices de relaxation. Voilà, des exercices de relaxation, le yoga, entre autres, aussi en passant. Tout ça, ça permet de travailler sur les muscles, de permettre une bonne circulation sanguine et donc de permettre à toutes les cellules de bien travailler. Mais en dehors de ça, il faut également gérer le stress. Il faut savoir gérer son stress dans la vie. Il faut avoir un bon sommeil. Donc, un bon système de relaxation, donc bien dormir. Lorsque vous avez tout cela réuni, forcément, vous allez avoir de bonnes conditions de vie et vous verrez que vous allez avoir un bonheur personnel. Et les maladies difficilement vont pouvoir vous atteindre. Et docteur Kodom, je me rappelle avoir eu cette discussion avec vous une fois sur ce plateau. La conclusion que vous tirez aussi parfois, c'est que en Afrique, on met trop l'accent sur le curatif, alors qu'on peut dépenser beaucoup moins dans la prévention et obtenir de bons résultats. Oui. Et cet aspect est souvent négligé. On croit que la santé, c'est simplement les médicaments. C'est ça. Et le professeur Peguetti l'a dit, c'est la promotion de la santé. Et lorsqu'on parle de la promotion de la santé,
il y a 3 composantes majeures. Il y a les décisions qui sont prises au niveau central, c'est les orientations, les grandes orientations. Il y a les acteurs. Il faut qu'il y ait des médecins comme nous ici sur le plateau. Tout ce qu'on dit, c'est dans le cadre de la sensibilisation. Et la population bénéficiaire, le message qu'on véhicule, est-ce que cette population encaisse, accepte pour pouvoir implémenter? Donc, il faut, au niveau de ces 3 niveaux, il faut trouver une courroie de transmission pour que justement le message passe. Vous l'avez dit, il n'y a pas assez de communication autour des mesures préventives. Où est-ce qu'elles devaient être prises? Et qui doit passer ces mesures préventives-là pour que la population ait l'information. Donc voilà les 3 niveaux dans lesquels la conception au niveau central, qu'est-ce que nous voulons faire en termes d'éducation pour la santé? Quels sont les acteurs? Est-ce que nous avons assez de médecins? Est-ce que nous avons assez de médecins spécialisés en santé publique? Est-ce que nous avons les épidémiologistes? Est-ce qu'il y a une étude en amont qui est faite pour que justement nous puissions concevoir de bons messages de sensibilisation? Et maintenant, par quel canal ce message va arriver à la population? Donc, il faut travailler sur ces leviers-là. Et lorsque vous travaillez sur ces leviers, il y a beaucoup de choses que la population gagne en termes de maladies à éviter, les maladies chroniques. Parce que vous voyez un peu ce que ça coûte, la prise en charge des maladies chroniques en Afrique où il n'y a pas de sécurité sociale, et même en Europe où il y a la sécurité sociale. Lorsque vous prenez le système français, c'est l'un des les plus bons dans le monde, mais ça coûte des centaines de milliards à l'État français. Donc vous voyez que plus que jamais, la promotion de la santé reste et demeure un levier sur lequel nous, pays africains, nous devons encore jouer. Je donne un exemple précis. Tout le monde parle des activités sportives qui sont très bénéfiques pour la santé humaine. Alors, pourquoi on ne s'organise pas? Pourquoi il n'y a aucune politique pour amener tout le monde à pratiquer? Normalement, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire, on devait même enseigner que lorsque vous vous réveillez le matin, vous devez faire 30 minutes de sport dans vos maisons avant d'aller prendre la douche. Mais personne ne serait-ce que 5 minutes. Ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes. Parce que lorsque vous habituez les enfants vous éduquez les enfants à avoir cette attitude, ce comportement, ils vont grandir avec ça. Mais on ne le fait pas. Et pourtant, on sait plus ou moins que c'est important. Donc ça veut dire qu'il faut concevoir, il faut une politique, il faut se projeter la vision, étudier par quel canal, c'est à l'école qu'on va l'enseigner, ainsi de suite. Mais le lavage des mains. On a mis des notes, donc on fait du sport pour les notes. Pour les notes. Et dès qu'il n'y a plus de notes. Exactement. Donc vous voyez que quelque part, c'est bien réfléchi qu'il y ait des notes de sport pour les classes d'examen. Au cours, on fait le sport 1 heure. Et tenez-vous bien, c'est lors des cours de sport là même que vous voyez les enfants être très épanouis. Tous les élèves, pratiquement 90% des élèves aiment le sport. Mais pourquoi on ne le généralise pas jusqu'au niveau de la cellule familiale? Pour que ça soit des aptitudes. Aujourd'hui, je ne suis plus étudiant, mais il faut que je m'inculque une culture de sport dans ma vie quotidienne. Il faut que je puisse faire 30 minutes obligatoirement. Et les Chinois le font très bien, les Asiatiques le font. Et donc vous voyez que... Vous le faites, vous, particulièrement? Moi, je le fais 4 fois dans la semaine. Je vais en salle de gym. Vous voyez, c'est pour cela que je suis souvent... On dit, mais docteur, vous ne changez pas depuis qu'on vous connaît, parce que justement, je pense que le sport est important et j'ai fait l'effort. Ce n'est pas facile, mais j'ai fait l'effort. Et malheureusement, on n'a pas la possibilité aussi de sensibiliser tout le monde à adopter ces comportements, mais ils sont bénéfiques pour la santé. Et dans ce cas précis de coronavirus, certains m'ont demandé, mais est-ce que nous devons porter les masques pour pouvoir marcher, pour pouvoir faire le sport? J'ai dit, mais écoutez, le problème du coronavirus, c'est que si vous devez faire le sport aujourd'hui, ce n'est plus le sport collectif qu'il faut privilégier. C'est le sport individuel. On peut le faire dans son salon. Dans son salon. Vous pouvez marcher, vous pouvez aller sur un terrain nu, vous prenez une direction où il n'y a personne, vous ne portez pas de masque. Vous marchez, vous faites vos 1 kilomètre et vous revenez. Voilà, c'est possible. Et sur cette question, rapidement, peut-être, je vais poser la question à vous deux. Comment faire amener les populations à pratiquer des activités sportives régulières? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est une question de discipline. C'est une question de discipline parce que comment amener cette discipline au niveau individuel? Parce que psychologiquement, l'individu n'aime pas ce qui le fatigue psychologiquement. Donc, il faut qu'il voit derrière ça quelque chose... Des retombées. Des retombées.
Et donc ça passe d'abord par l'éducation. Dans l'éducation, il ne faut pas que le sport soit quelque chose qui se fasse pour les notes. Il faut que le sport soit intégré dans l'éducation comme faisant partie d'une culture pour la vie. Lorsque vous regardez même ce que nous apprenons, bon, on a l'impression que ce que nous apprenons à l'école, ça n'a pas de relation avec ce que nous faisons de la vie. Ouais. Donc, je pense que c'est là que l'agencement se fait. Pourquoi on apprend certaines choses à l'école? Il faut que déjà, quand on conçoit les curricula, qu'on intègre, comme l'école est systématique, qu'on intègre cette notion que c'est quelque chose qu'on se forme pour la vie. Maintenant, on est dans une autre situation. On peut également sensibiliser la population et à la promotion pour la santé, parce que la santé ne doit pas être vue comme quelque chose de médical. Voilà, parce qu'on a dit c'est un complet bien-être. Un complet bien-être. Il est social, voilà, il est physique, il est mental, il est psychologique. Voilà, donc dans tous les aspects là, tout ce qui amène vers le bonheur égale sport derrière, au minimum. Ouais. Voilà. Docteur Baoui. Oui, j'adhère à tout ce que le professeur Beketi dit. Je pense qu'il faut une éducation, il faut accentuer l'éducation dans ce sens-là. Et je pense, par exemple, au Togo, nous avons, par exemple, le service, la division de lutte contre les maladies non transmissibles, parce que ça ressort de cette... Parce que tout ce qu'on fait comme sport pour le bien-être, c'est pour éviter en majorité les maladies non transmissibles. Et ces maladies non transmissibles-là, lorsque une personne les a et qu'elle chope une infection, notamment Covid-19, ça peut être grave chez elle si cette maladie non transmissible n'est pas bien prise en charge. Donc, je pense que cette division-là, au niveau du ministère de la Santé, doit également redéfinir son mode de travail pour atteindre vraiment... Vous pouvez les y aider aussi, vos médecins, sur vos ordonnances, après les prescriptions, vous pouvez mettre à la fin des médicaments, mais 3 activités sportives par semaine. C'est possible aussi, mais pas forcément à la fin de l'ordonnance, mais donner le médecin, en tant que médecin, on doit pouvoir également donner des conseils. Ça, on le fait aux patients par rapport à sa situation d'obésité ou de surpoids, tout ça. Mais je pense que pour atteindre une cible un peu plus large, il faut qu'il y ait vraiment de la communication autour. Et puis, par exemple, les malades, certains viennent, ils ont des douleurs un peu partout, des histoires de petits qu'on appelle, nous-mêmes on appelle la bobologie. Bah, dis non, mais écoute, va faire du sport. Ça là, dans une semaine, tu fais du sport, prends paracétamol 2 tous les jours, ça va disparaître. Et effectivement, ça disparaît. Oui. Donc ça, moi, je prescris du sport à mes patients. 91 62 16, 91 62 16. C'est M. Tagba, notre fidèle de Kara. À mon sens, lorsque l'indiscipline continue de régner relativement aux mesures de protection, surtout la mesure de distanciation physique, l'éloignement sanitaire, qui est bravé chez certaines communautés dont je tais le nom, la pandémie à grande échelle sera toujours au rendez-vous. Et par ailleurs, remerciant le docteur Kodom pour son application SOS Docteur, je voudrais savoir s'il a pu imaginer une version de cette application capable d'être accessible à ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, surtout les parents des villages lointains. Docteur Kodom, une adresse particulière à vous? Oui, merci, Monsieur Tagba. Effectivement, nous avons réfléchi devant la situation de coronavirus en nous disant que, s'inspirant de la contamination aux États-Unis, tout est parti, du moins, beaucoup de cas de contamination étaient partis des structures hospitalières. Parce qu'au début, vous voyez, la politique joue toujours. Le président américain Donald Trump, qui avait tendance à banaliser le virus en l'indexant de virus chinois, ne savait pas que justement les vols avaient ramené ce virus-là aux États-Unis, à New York, et que les gens allaient à l'hôpital parce que lorsque tu as une toux, lorsque tu as une fièvre, tu vas à l'hôpital pour voir ton médecin, tu t'assois à côté d'un autre patient qui vient pour une autre pathologie. Donc au début, on ne maîtrisait pas vraiment tous les modes de contamination et les gens se sont contaminés. Donc nous, l'idée, c'était de faire en sorte que, devant cette situation, M-Afrique, on nous reconnaît, on nous identifie avec nos missions médico-chirurgicales dans les villages où nous rencontrons 3000, 4000 patients, on opère 300, 400.
Parfois Et 1000 parfois en 1000 2 semaines. en 2 semaines et on revient. Ça, c'est notre expertise, ça. Malheureusement, avec les mesures barrières, il faut éviter donc les attroupements. Et nous avons dit comment faire pour continuer à être proche des populations, parce que les saisons pluvieuses s'annoncent. Et le paludisme, par exemple, tue 10 fois plus que le coronavirus. Mais ce n'est pas le même mode de contamination. Mais les femmes, les mamans, qui aujourd'hui ont peur d'aller à l'hôpital, parce que justement, on a peur d'aller à l'hôpital. Et vu le fait que le palu va sévir, va tuer encore plus les enfants, on a réfléchi à une application pour que justement, de chez vous, vous pouvez contacter les médecins spécialisés, des experts de la santé, des professionnels de la santé, pour que justement, on puisse vous orienter. C'est-à-dire, ce n'est pas pour dire, voilà, on fait une consultation, allô, bonjour, et ainsi de suite. On prend le temps pour vous écouter et on prend le temps de vous donner les conseils et même aller vers une prescription d'une ordonnance pour que vous puissiez donc honorer l'ordonnance. Ça, c'est comme ça. Dans tout le monde entier, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu de la technologie, des inventions. Donc, dans les crises comme ça, il faut réfléchir pour voir quelle approche, quelle stratégie, quel mécanisme mettre en place pour rebondir. Donc, pour nous, c'est une application qui sera très dynamique et vous allez la découvrir. Nous ne l'avons pas encore lancée, contrairement à ce que les gens pensent. Quand est-ce que ce sera lancé? Au cours de ce mois, ça sera lancé parce que nous avons introduit justement une demande formelle au niveau du ministère de la Santé. Et nous avons adressé également un courrier au niveau de l'Ordre national des médecins du Togo, parce que comme ce sont des professionnels de santé qui sont derrière, il faut quand même qu'il y ait une adhésion totale autour de cette technologie avant que nous la déployions au service pour le bien donc de la population. On va aborder la question de Sidoine qui se trouve à Tapamé, 90 74 34. Sidoine. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous a écrit longuement. Prenons la dernière partie de son message. Alors, pour elle, la situation doit atteindre, la sensibilisation doit atteindre véritablement les communautés à la base, qui jusqu'alors sont sous-informées et continuent par nier l'existence du virus. Ils deviennent un véritable danger pour les autres quand on pense qu'on doit apprendre désormais à vivre avec le virus. Elle est d'accord avec Dr Kodom que le virus n'a pas encore atteint les communautés à la base, mais la sensibilisation doit se poursuivre pour éviter le pire. C'est ce que nous avons dit On l'a déjà longuement dit ici. au cours de cette émission. On va prendre une autre question, 90 99 39. 90 99 39. Le vrai problème, c'est la porosité des frontières. Dans le Grand Cloto, les villages frontaliers ont leurs maisons au Togo et leurs champs au Ghana et vice-versa. Les douaniers occupent leurs postes, mais il y a de nombreux sentiers de passage. Les préfets ont mis des comités de vigilance qui sont laissés à eux-mêmes et rançonnent beaucoup plus les populations. Pourquoi ne pas déployer l'armée sur les frontières? C'est une interrogation qui nous vient donc du Cloto, 90 99 39. Professeur Beketi? Oui, bon, écoute, je pense que c'est pas une question de l'armée qui règle cela, parce qu'il y avait des patients qui ont pu passer la frontière, même le Béninois qui avait quitté l'hôpital, il a traversé. Il a déposé son véhicule à Néo, il a traversé. Donc, même si vous mettez des forces de l'ordre, les gens traverseront. Ça veut dire qu'il faut aller expliquer aux gens pour qu'ils pratiquent les mesures. C'est ça, ce n'est pas le fait que les gens traversent qui fait le problème. Si les gens traversent et qu'ils respectent des mesures barrières, donc ça veut dire que le problème est réglé. Vous voyez? Donc tout ce qui fait usage d'une grande force va faire seulement juste évoluer un petit déclic sur la résolution du problème. Mais dès lors que la force lève, on voit que le comportement, il est là tout entier. La force peut avoir le résultat. Si on prend le cas de la Chine, par exemple, qui a imposé une discipline militaire aux populations dans le confinement, ça a donné des résultats. Non, la Chine, c'est d'abord des gens qui ont un niveau d'éducation qui est élevé par rapport à ici. Donc, ils ont des moyens technologiques qui permettaient non seulement que les militaires viennent, qu'on surveille des malades. On les surveillait.
il y a des drones qui les surveillaient, même qui disaient hey, vous ne devez pas aller ici et là. Ils ont le QL qu'ils doivent chaque fois montrer avant de rentrer quelque part. Donc, ce n'est pas que la force qui a été mise comme ça, mais la population aussi a un niveau de compréhension. Mais ici, vous dites que le gars, il a son champ au Ghana et il vit ici. Il fait comment? Il va traverser. Donc, voyez, nous allons adapter ça par rapport à chez nous en éduquant ces personnes. Voilà, en leur faisant prendre conscience que non, attention, vous vous mettez en danger et vous mettez en danger les autres. Parce que certains, jusqu'alors, pensent que le virus même n'existe pas. Vous voyez, non? Donc, ces personnes, ça veut dire qu'il faut les éduquer. Oui, c'est ça. 98, 18, 97, 98, 18, 97. Alors, à mon humble avis, les luttes contre les pandémies doivent dorénavant être prises comme une menace terroriste et traitées comme telles, parce que par le terrorisme, il n'y a pas autre fléau qui puisse véritablement mettre à genoux toute l'économie mondiale. Beaucoup de courage à nous tous. C'est Credo qui nous écrit depuis. C'est ça. À ta part, Dr. Kodon, vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord parce que, en réalité, lorsqu'on voit ce qui s'est passé en 2020 dans le monde, ça, c'est une guerre mondiale. On est en train de vivre une situation, c'est une guerre mondiale parce que tout est arrêté. Vous comprenez? Mais il faut faire face. Aujourd'hui, nous avons appris, je pense que quel que soit le virus qui va venir prochainement, elle ne peut pas être encore pire que le coronavirus. Là, ça serait peut-être comme les Saintes Écritures le disent, la fin du monde, quoi. En tout cas, La fin du monde, parce que ça, je pense que, c'est-à-dire que ce soit la NASA, le FBI, personne n'a vu ce cataclysme-là arriver. Donc pour nous, et ça a déjoué tout. L'OMS est à côté, tout le monde rentre dedans. Je profite de cette antenne pour saluer mon ami Tedros, le directeur général de l'OMS, que j'affectionne beaucoup, qui est confronté à ce problème de racisme, à ce problème de coronavirus. Et c'est le premier noir à occuper ce poste. Il a besoin de notre soutien. Et pour moi, je pense que nous allons vraiment tirer les leçons de cette situation et mieux rebondir les prochaines fois. Aujourd'hui, on ne parle même pas trop d'Ebola. Ebola est devenu le petit frère. Il y a les Toufans qui sont en train de faire une chanson. Ils ont classé les maladies infectieuses, mais personne n'a battu Corona. Corona s'est moqué de toutes ces pathologies-là. Le palu veut sortir. Il dit, il est le plus vieux. Dis-toi, tu n'es rien. Moi, j'ai bloqué les avions. J'ai bloqué tout. Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation tellement grave, mais ce sont les leçons que nous devons tirer. Classer cette maladie comme une référence pour que les prochaines épidémies soient beaucoup plus jugulées. Mais est-ce que nous ne rentrons pas dans un cercle vicieux là? Parce que finalement, les conséquences économiques vont plomber la sensibilisation, la lutte et le respect des mesures barrières. Parce que là, on s'achemine vers des lendemains difficiles économiquement, surtout dans les pays africains qui avaient une économie déjà très fragile. Et maintenant que tout est perturbé depuis 3 mois, les jours à venir, est-ce que la pauvreté extrême ne va pas jouer contre le respect de la discipline et des mesures barrières? Oui, bon, moi je pense que c'est pas le cas. Si on prend le cas de la Corée du Sud, eux, ils avaient adopté la stratégie de faire du test massif, détecter les cas, les isoler de la communauté, les traiter, et puis la population continue par travailler. Donc, c'est en fonction des stratégies choisies. Vous voyez, si vous choisissez une stratégie, vous devez tenir compte de l'impact économique, l'impact socio-éducatif, l'impact sanitaire. Mais les impacts sont là, les avions ne volent plus, les frontières sont formées. Oui. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'économie va rouler au ralenti. Oui, l'économie roule au ralenti. Mais ceux-là qui ont choisi la stratégie de continuer par travailler, mais ce n'est pas la même chose que ceux qui ne sont travaillent dans le pas. confinement total. Ah oui, c'est ça. C'est une question de stratégie, de choix de stratégie. Je pense que devant la situation, chaque pays analyse et choisit la meilleure stratégie qui permet à ce pays d'avancer. On peut prendre en compte l'économie, l'éducatif, parce que les autres avaient mis déjà l'enseignement à distance. Ça fait que même avec le coronavirus, les élèves, les étudiants continuaient pas à fréquenter.
Ils ont appris à travailler à distance, donc ils ne continuaient pas à travailler. Ils ont dit non, on isole ceux qui sont malades, les autres, vous continuez pas à travailler. Mesures barrières, vous les respectez pour qu'on produise. Parce que, mais, coronavirus est là, on n'achète pas, on continue pas à l'acheter, non? Il y a des avions qui amènent la marchandise. Pour les marchandises, il n'y a pas eu arrêt, hein? Il y a des bateaux qui amènent la marchandise. Donc, c'est une question de choix stratégique. Moi, je pense que c'est là où le problème, la différence va se faire entre les pays. C'est ça. Docteur Baoué, Covid-19 est en train de devenir de plus en plus poche vide 2020. Alors, dans ces conditions, est-ce que des gens ne vont pas réussir à survivre du coronavirus pour mourir du paludisme parce qu'ils n'auront pas l'argent pour se traiter quand la maladie va arriver? Oui, en fait, c'est de ça que nous sommes en train de parler. La situation a fait que toutes les économies des pays ont quand même pris un coup. Un coup, tout à fait. Et donc, si ça continue ainsi, je crois que certains pays vont carrément sombrer et c'est tant pis pour la population. Et c'est d'où l'importance que chaque pays ou bien chaque citoyen adhère rapidement aux mesures qui ont été prises pour sortir rapidement de cet état-là. Donc, moi, j'en appelle toujours à la conscience et surtout au renforcement des mesures préventives. Parce que c'est par ces mesures que les choses vont se décanter de plus en plus. De 92-51-20, alors je suis d'avis avec Dr Kodom que le président fasse une sortie salvatrice pour parler à la population sur le respect des mesures barrières. Puisque, malgré la sensibilisation que les uns et les autres font, la population, dans la grande majorité, semble être imperméable. Merci beaucoup à vous pour le travail que vous avez fait. C'est Didjimé qui nous écrit depuis Amlamé. Docteur Kodom, vous avez beaucoup de fidèles à l'intérieur du pays. C'est vrai, parce que d'ailleurs, nous avons 15 villes dans lesquelles nous menons les activités. Même avant de venir sur ce plateau, j'ai reçu un message du directeur préfectoral de la santé de l'AMO, Amlamé justement, qui demande toujours, qui nous situe de sa disponibilité à continuer à travailler avec nous, parce que pour nous, M-Afrique, c'est le milieu rural, c'est l'intérieur. Beaucoup ne nous connaissent pas à Lomé. À Lomé, c'est sur les médias, mais nos actions, c'est pour les populations rurales, parce que c'est là où il y a un déficit en termes de médecins disponibles et nos actions sont orientées vers là. Donc, ces messages, je pense que c'est un peu la suite de ce que nous sommes en train de faire avec les communautés à la base. 2 questions encore pour clôturer, pour conclure cette émission. 90 78 69, 90 78 69. Qu'est-ce qu'il nous dit? Après avoir lavé nos mains avec les gels hydroalcooliques, j'ai pas bien compris sa question. Après avoir lavé les mains, où doit-on jeter l'eau sale? Oui, ça c'est une bonne question. Bon, je pense que dans un pays où il y a un bon système de canalisation, le problème ne se pose pas. D'accord? Mais ici, on voit que l'eau sale est éliminée par épandage dans la rue, tout ça. Mais bon, là encore, n'est pas le problème. En dehors de ça... Ça peut causer un problème. Oui, ça peut causer un problème, mais comme on l'a dit, il faut se laver régulièrement. Si on se lave les mains, je ne vois pas comment on va aller encore mettre encore il y a les pieds, il y a les chaussures qui vont passer dans la rue et ramasser les microbes. Oui, mais... Non, moi je dirais que s'il lave... non, il jette ça dans les toilettes. Il y a toujours de fausses septimes. Normalement, mais il y a beaucoup d'eau qui sont déversées. Oui, au moins... Non, s'il jette là-bas, ça déjà c'est au moins une mesure qui est acceptable que de jeter dans la rue. Voilà, puisque ces eaux... le virus ne va pas survivre longtemps dans cette eau là-bas. Voilà, le virus est tué de toutes les manières avec le savon. Parce que si on a bien lavé les mains, le virus est éliminé avant que l'eau ne vienne. Oui. Mais bon, comme il peut subsister d'autres qui résistent, il vaut mieux jeter ça dans les fosses septiques et puis c'est mieux comme ça. Je pense pour appuyer, c'est que le mécanisme, lorsque vous vous lavez pendant 30 secondes la main au savon, le virus disparaît, le virus meurt, parce que l'enveloppe qui entoure le génome du virus est
déstabilisé et donc expose le génome et meurt. Donc c'est cette enveloppe-là qui est constituée de graisse, de lipides, qui fait que le virus peut survivre, mais lorsqu'il est ouvert, lorsque cette enveloppe est détruite par le savon, je pense que c'est bon. Donc, pour répondre positivement donc, à la préoccupation, c'est que dès lors que vous vous lavez avec de l'eau et que cette eau est recueillie dans une bassine, vous pouvez la jeter là où il faut jeter, pas dans la rue, pour rebondir sur ce que le Dr Bawé a dit, parce que c'est pas normal qu'on jette les eaux sales dans la rue aussi. Nous combattons ça. Ça salit, c'est pas beau. Donc, pour que justement l'intervention du professeur Beketi soit prise en compte dans des lieux adaptés, à savoir les toilettes ou bien dans des sanitaires d'évacuation. Nous arrivons à la fin donc de notre discussion. Ruben, depuis à Goué, c'est pas Agnès, c'est à Goué, demande les nouvelles de la potion malgache. Bon, en tout cas, en évaluation actuellement, selon ce que les médecins nous ont dit. En étude par une cellule technique à cet effet. Merci à tous de votre aimable attention. Un petit mot peut-être pour finir, le professeur. Le petit mot, c'est que le coronavirus, c'est à la fois quelque chose de désastre, mais c'est également quelque chose d'opportunité. Donc c'est sur l'aspect d'opportunité que moi je vais conclure qu'il faut qu'on saisisse cette opportunité pour mettre à niveau notre système de santé, avoir une couverture universelle, que les équipements soient renforcés, que les systèmes éducatifs, qu'on puisse vraiment réadapter, moderniser le système éducatif et qu'il sert à la fois à la population, aux élèves, à les éduquer communautairement et régulièrement, et que l'économie essaie de trouver les bonnes voies pour s'adapter pour le futur. Voilà ce que j'avais à dire. Merci à vous tous, Dr Bawé. Nous aurons l'occasion de nous revoir très bientôt et bon courage tout le travail que vous faites. Dr Kedom. Merci. Mais juste pour peut-être un mot, rapidement, la rentrée pour les classes d'examen, c'est lundi, le 13 et le 15 juin. Je pense que c'est une leçon à tirer également. On a vu des salles de classe où il y a 4 enfants dans le même banc aujourd'hui. Mais voilà, on va faire en sorte que les enfants soient aérés dans les classes. C'est une bonne chose et je rebondis dans le même sens pour dire que le coronavirus doit nous amener à rebondir positivement en mettant en place des mécanismes beaucoup plus sociaux pour pouvoir avancer sereinement. Donc, le pire n'est pas encore évité. Merci de votre aimable participation à cette émission, une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour parler de la stigmatisation des Noirs dans le monde, origine et perspective. À tout de suite.